bonjour Samuel Lenné, vous êtes juge aux affaires familiales au tribunal de Bordeaux. Merci d'avoir répondu à notre invitation afin d'échanger sur un thème qui nous occupe aujourd'hui dans notre communauté de travail, à savoir celui de l'attentat sexuel, tel que l'a nommé la formule de Freud. Daniel Roy, pédopsychiatre et psychanalyste, a bien voulu, et je le remercie, nous accompagner dans cette conversation. Et pour démarrer, pour amorcer cette conversation, je vous poserai une première question. La scène de la séparation parentale donne lieu très souvent à des allégations d'abus sexuels. Certains auteurs évoquent même une forme d'épidémie. Constatez-vous dans votre pratique une augmentation significative de ce phénomène? Comment le comprenez-vous du côté de votre charge de juge, et comment y répondez-vous? Bien, d'abord merci de m'avoir convié à cet entretien qui permet à la fois de faire connaissance avec vous, docteur, mais aussi, et c'est toujours le cas quand on sort un petit peu de notre travail juridictionnel, d'être en position de prendre un peu de recul sur ce que l'on fait au quotidien, ce qui n'est pas toujours facile dans nos métiers. Une petite précision, tout ce que je vais vous dire, c'est évidemment à l'aune de mon expérience personnelle, mais qui ne se limite pas à l'activité du juge aux affaires familiales. Donc sur la notion que vous évoquiez, à savoir attentat sexuel et sa prise en charge par l'institution judiciaire, j'ai aussi un regard d'ancien pénaliste, puisque j'ai été magistrat au parquet et juge d'instruction, et que c'est probablement d'ailleurs, et c'est un début de réponse à votre première question, c'est probablement plus en tant que magistrat du parquet ou juge d'instruction que j'ai eu à connaître de ce type de situation que en tant que JAF, fonction que j'exerce depuis à peu près 7 années. Voilà. Et donc, en revanche, en ne prenant que ma casquette de juge aux affaires familiales, c'est vrai que j'ai pu constater une certaine propension à évoquer cette problématique d'attentats sexuels, ou en tout cas des atteintes sexuelles à l'égard d'enfants, dans le cadre, à la suite de séparation parentale, mais je suis sincèrement, et je vous avoue avoir fait des recherches hier pour essayer de découvrir des chiffres, tout ce que j'en ai appris, c'est qu'il n'y en avait pas, d'une part, ou que s'il y en avait, ils étaient cachés, puisqu'il est fait référence à un rapport qui aurait été remis au début des années 2000 à un ministre de la Justice, donc je suppose que c'est Madame Guigou, ou Madame Lebranchu, mais dont il n'est jamais rien sorti de particulier. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que ces situations d'évocation de problématiques d'abus sexuels sur des enfants, en parallèle ou dans le cadre de séparation parentale, sont apparues de manière plus significative dans les années 90, alors qu'auparavant, on n'en parlait quasiment jamais. Donc, à partir des années 90, manifestement, il y a l'apparition de ce phénomène-là, avec ici ou là, alors, là je reprends ma casquette d'ancien pénaliste, mais c'est vrai que j'ai eu à connaître d'une avocate, notamment lorsque j'étais juge d'instruction, qui semblait très spécialisée, pour dire les choses très simplement et clairement, coutumière, de pénalisation au sens procédural du terme, d'affaires de divorce à travers la dénonciation d'abus sexuels par un des parents, en général le père, sur l'enfant. Et j'ai eu à instruire, comme juge d'instruction, une affaire comme celle-là, je pourrais y revenir peut-être après. Donc sur l'augmentation, j'ai vraiment pas d'éléments objectifs pour vous dire oui, non. Je me garderai peut-être la possibilité de dire éventuellement, mais en tout cas c'est une réalité. Ça c'est sûr, c'est une réalité, mais qui prend deux formes, et en revanche ma pratique de juge aux affaires familiales me permet de vous dire que cette seconde forme, je la vois de manière un peu plus récurrente
que la première. La première forme à laquelle je fais allusion, c'est un comportement déviant sexuellement de la part d'un parent, en général le père, statistiquement, envers l'enfant, qui reste pour moi assez marginal en termes chiffrés. Moi, dans cette juridiction bordelaise, on reçoit 6500 affaires par an nouvelles. Franchement, je pense que les cas, je ne les ai pas comptés, mais les cas doivent se compter sur probablement les doigts des deux mains, pour être prudent, mais guère plus. En revanche, je développe un peu plus à la faveur des recompositions familiales, des situations d'abus sexuels de la part d'autres enfants que ceux du couple dont la situation est portée devant la juridiction, mais sur un enfant du couple, ou plusieurs enfants du couple, dont la situation est portée devant la juridiction. Ça arrive beaucoup plus fréquemment. Et je vous dirais que finalement, en termes de terminologie, on est à peu près sur la même problématique. En termes judiciaires, on est sur la même problématique. Et en termes d'enjeu qui est porté devant la justice familiale, on est également sur la même problématique, puisqu'il s'agit à la fois de préserver l'intérêt de l'enfant, de protéger son intégrité, et en conséquence, de mettre en œuvre des modalités de maintien de contact entre l'enfant, que je vais qualifier de victime par simplicité de vocabulaire, entre l'enfant victime et celui de ses deux parents, qui soit serait suspecté d'avoir eu un comportement déviant à son égard, soit au foyer duquel il y aurait eu des comportements qui posent problème au niveau de l'intérêt de l'enfant, mais sur un versant sexuel. Donc ça c'est une réalité qu'on a à connaître. Une troisième peut-être réalité aussi qui est celle, toujours sur un versant sexuel, mais d'une supposée confrontation d'enfants à une sexualité d'adulte, que ce soit la sexualité d'un de leurs parents, ou celle, là aussi, du nouveau conjoint, du parent en question. Ça arrive également à travers des échanges par téléphone portable, à travers des vidéos projetées, ou à travers carrément des ébats qui auraient lieu en présence des enfants. Voilà. Donc tout ça pour distinguer entre différentes réalités. Alors comment gérons-nous cela Peut-être, puisque vous serriez de façon très précise ces dimensions, de façon qui nous éclaire, une remarque peut-être, avant qu'on passe au second chapitre, cette remarque, c'est que, au fond, c'est dans le cadre de recomposition familiale que vous voyez réapparaître ce spectre, entre guillemets, de l'attentat sexuel qui vient de nouveau rôder dans les familles, d'une certaine façon, qui est là, alors que ça s'est éloigné un peu dans le premier chapitre que vous évoquiez, disons de la famille dont l'enfant est originaire, ou de parents. On voit réapparaître au niveau des plaintes, au niveau des procédures, cette dimension-là, et notamment ce croisement-là est intéressant de le noter, puisque ça correspond à un moment où les grands pendants de la société patriarcale sont en train d'être secoués, et nous savons que la question sexuelle, au fond, se faufile tout spécialement dans ces moments de faille et de rupture. C'est pas pour le regretter, mais c'est pour le constater. Et donc c'est un élément que vous apportez, qui nous enseigne. Et puis j'ajouterais, pour compléter ce que vous venez de dire, que c'est vrai que ces recompositions-là donnent lieu à la mise dans un lieu commun et dans une nouvelle structure familiale commune
d'enfants qui ne sont pas issus de la même famille d'une part, mais d'autre part et surtout d'enfants qui peuvent avoir des écarts d'âge importants. Et donc par rapport à la sexualité, ils ne sont pas nécessairement au même stade d'avancée, si on peut dire. Ils ne parlent pas la même langue. Non, du tout, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, effectivement. Comprenons-nous ce phénomène? Globalement, il y a diverses causes. Je crois qu'il n'y a pas une cause unique. C'est vraiment éminemment multifactoriel, comme beaucoup de situations de toute façon auxquelles la justice est confrontée. Mais il y a l'évolution des structures familiales, évidemment. Il y a aussi, je pense assurément, mais comme on peut le constater dans d'autres domaines, une forme de libération de la parole aujourd'hui beaucoup plus importante que ce qui était le cas jusque dans les années 80-90 sur la question des abus sexuels. La multiplication également, et ça on constate par contre de manière chiffrée dans l'évolution sur du long terme, des séparations. Je mets séparation, enfin je mets dans l'expression séparation les divorces tout confondus, mais il y en a de plus en plus, donc il y a de plus en plus de conflits qui sont portés devant la justice sur l'organisation de la situation des enfants de parents qui sont séparés. Et faut jamais oublier que la justice, en tout cas telle qu'elle fonctionne traditionnellement en France, ça a parfois des aspects théâtrales lorsque l'on tient audience, et que la justice pénale c'est différent, mais la justice civile a ceci de particulier que finalement les parties en présence qui ont saisi le juge, celle qui a saisi le juge et celle qui a trait devant le juge, elles ont une grande latitude en termes d'arguments, en termes d'éléments de preuve pour emporter la conviction du juge. Et tout ça, pour résumer selon la formule suivante, ça peut donner lieu à tous les excès. Voilà. La fin justifiant les moyens. Donc, effectivement, il y a... Alors, encore une fois, sur Bordeaux, je ne l'ai pas vu. Dans d'autres juridictions où j'ai exercé en tant que juge d'affaires familiales, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai entendu, dans le cadre de ma formation, évoquer des avocats, en région parisienne notamment, mais bon, celle moi que j'ai connue au pénal, c'était plutôt en Loire-Atlantique, qui s'était fait une spécialisation que de systématiquement transformer une situation civile de séparation avec la recherche de la maximisation de l'intérêt de l'enfant en pénalisation de cette situation, mais avec une recherche d'un effet rétroactif derrière, c'est-à-dire s'appuyer sur le pénal pour obtenir gain de cause au niveau du litige civil. Donc c'est complexe. Et effectivement, la première démarche, à mon sens, en tout cas c'est la mienne, je ne parle que pour moi, la première démarche en tant que juge, c'est la prudence. La prudence à tous égards, à tout point de vue, et à l'égard de tous les discours qui sont tenus devant nous. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les entendre et les considérer avec du mépris, mais je veux dire que il faut être prudent dans le crédit qu'on donne à tous les discours qui sont portés devant nous, dans une démarche qui va essayer, tendre, autant que faire se peut, à rechercher de l'objectivité, et de l'objectivité de matériaux probants sur la base desquels nous allons pouvoir construire notre décision. Ce qui est éminemment difficile lorsque, là aussi pour résumer les choses, on a en général la parole de l'un et à contrario, à l'opposé, celle de l'autre. Et alors, quelle place vient prendre justement dans votre exercice, éventuellement, et dans quelles circonstances, la parole de l'enfant?
comment peut-elle ou non comment être prise en compte dans ce moment où vous réunissez les éléments de jugement. Alors, la parole de l'enfant, d'abord, depuis, que je ne dise pas de bêtises, le début des années 90, elle a toute sa place dans le process civil devant le juge aux affaires familiales, puisque, grâce à la Convention internationale des droits de l'enfant et à sa transposition en droit français, dans le Code civil est consacré le droit de l'enfant d'être entendu dans toute procédure le concernant en matière civile. Soit qu'il en fasse la demande, soit que l'un de ses parents en fasse la demande. Et si le juge en fait la demande ? Et le juge peut, à son initiative, solliciter, demander à l'enfant, à entendre l'enfant directement. J'ai jamais vu cela, je ne l'ai jamais fait moi-même. Parce que là, pour le coup, il faut bien dire, il y a une vraie augmentation très significative des demandes d'audition de mineurs devant les juges aux affaires familiales depuis que c'est entré dans les mœurs, sachant que le principe est que le juge ne peut pas refuser à un enfant qui le demande d'être entendu, sauf si le juge estime que l'enfant n'a pas le discernement suffisant pour être entendu. Et pendant longtemps, les juridictions ont fonctionné en envisageant la notion de discernement en relation assez étroite avec l'âge de l'enfant. Voilà. Mais la Cour de cassation, qui dit le droit pour toutes les juridictions en France, a dit que les juges se trompaient et qu'on ne pouvait pas articuler la notion de discernement uniquement sur l'âge. Là, je vais fermer une parenthèse parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est vrai que par voie de conséquence, nous n'avons pas véritablement de moyens d'envisager la notion de discernement et de la jauger, si tant est qu'on en soit capable nous, parce qu'on est juriste. Certes, on a quelques autres outils en termes de formation pour ouvrir sur d'autres champs que le droit, mais c'est quand même une notion bien difficile à décrire, à déterminer. Il y a des chercheurs qui se sont penchés dessus, et vu la batterie de critères qu'ils envisagent, il faudrait quasiment faire une expertise avant chaque demande d'audition d'enfant pour savoir s'il y a discernement ou pas. Donc on fait avec, et en ce qui me concerne, je maintiens que le critère de l'âge est important au regard naturellement des questions qui sont posées au juge en termes de litige. Si l'enfant demande d'être entendu sur une problématique patrimoniale, on n'attend pas le même discernement que s'il s'agit de l'entendre sur la question de sa résidence ou sur la question du maintien de ses liens avec l'un des deux parents chez lequel il ne réside pas. Il a tout à fait le droit d'être assisté d'un avocat. Voilà, alors ça se fait de plus en plus. De plus en plus, d'autant que les gros barreaux, pas les si gros que ça, les barreaux, donc les avocats, en général, créent des structures spécialisées dans leur organisation professionnelle, avec des avocats qui suivent une formation spécifique sur les mineurs, et qui donc sont systématiquement désignés, parce que c'est à travers l'aide juridictionnelle que l'avocat est désigné, pour intervenir aux côtés des mineurs. En général, ils les reçoivent dans leur cabinet, ils ont un entretien avec eux d'abord, et ils les accompagnent auprès du juge lorsque le juge entend l'enfant.